Dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie des jeux à cocher que je trouve intéressants. Donc ce que j'appelle les jeux à cocher, ce sont tous les roll and write, flip and write, draft and write et autres trucs and write. Donc en gros, c'est tous les jeux où on va marquer des points en écrivant des choses, que ce soit sur du papier ou sur des tablettes Velleda. Donc c'est un genre de jeu qui est assez récent, mais qui a eu un gros boom, et donc il en existe des centaines, voire peut-être même des milliers, des jeux de ce type aujourd'hui. C'est pour ça que donc je vais faire plusieurs vidéos de classement de ces jeux, en commençant par celle-ci. Donc là, ça va être tous les jeux que je trouve personnellement les plus accessibles, les plus faciles dans ce genre. Ensuite, je ferai une vidéo avec les jeux un peu plus difficiles, on va dire intermédiaires, qui resteront quand même assez faciles, parce que c'est jamais des jeux vraiment très compliqués, les jeux à cocher. Ensuite, je ferai une vidéo un peu plus avec les jeux experts. Et enfin, je ferai une dernière vidéo où je vais parler plutôt des jeux à cocher en print and play. C'est un genre de jeu qui s'y prête bien, donc les jeux qu'on peut imprimer nous-mêmes et jouer directement, pas nécessairement les jeux qu'on trouve dans le commerce. Donc là, pour cette première vidéo, je vais vous présenter donc 20 jeux, mes 20 préférés, donc dans cette catégorie des jeux faciles, jeux à cocher. Et évidemment, je vais les classer donc de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, comme d'habitude, en tenant bien compte du fait que, évidemment, bon là, je les ai pas tous testés et très loin de là. Donc en 20e position de cette sélection, j'ai choisi le jeu Onboard. Donc Onboard s'appelle aussi Bienvenue à bord, donc il y a deux noms pour le jeu, c'est le même jeu à chaque fois. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Donc là, voilà, on va jouer l'un contre l'autre à 2 joueurs, et c'est un jeu pour le coup de flip and write, c'est-à-dire qu'on va avoir un tas de cartes qu'on va préparer au début de partie. Toutes les 15 cartes, il va y avoir une carte escale qu'on va placer, donc, et au total, il y aura 60 cartes à jouer. Et à chaque tour, il y a un joueur qui va piocher les 3 premières cartes, les dévoiler, et il va devoir scinder ces 3 cartes en 2, donc une sélection de 1 carte, une sélection de 2 cartes, et son adversaire va devoir choisir s'il veut prendre la carte seule ou les 2 cartes. Et en fonction de ce qu'il va choisir, il va cocher les choses sur son petit plateau. Le principe du jeu, ça va être d'accueillir des passagers à bord de cabines sur un bateau. Les cabines, il y en a de 3 sortes, donc les 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. En début de partie, on a 4 cabines ouvertes, une de 3 étoiles, une de 2 étoiles et 2 de 1 étoile. Une première qui est déjà remplie, où il y a un numéro dans le hublot. Et en fait, à chaque fois qu'on va accueillir des passagers, on va nous dire dans quel type de cabine ils veulent être placés. Si on les classe dans une cabine supérieure, ils vont être contents, donc on va cocher une petite case ici pour avoir des points supplémentaires. Si on est obligé de les rétrograder, donc de les mettre dans des cabines inférieures, ils vont pas être contents. Ce sera les points négatifs en fait partie. Et on va inscrire donc dans le hublot de la cabine où on met le passager, soit les points de victoire qu'il a inscrits, donc ça peut être en négatif comme ici, ça peut être en positif comme là, soit un des 3 symboles du jeu. Donc 3 symboles du jeu, ça va être les petites coupes de champagne, le lever de soleil et un petit dé. Donc ces 3 icônes, elles vont nous faire marquer des points de façon différente. Donc les couchers de soleil vont nous faire marquer des points à chaque escale. Donc à chaque fois qu'on va retourner une carte escale, en fonction du nombre de couchers de soleil qu'on va avoir, on va marquer plus ou moins de points. Et à chaque escale, on va regarder lequel des 2 joueurs satisfait le mieux à la condition. Donc celle-ci, par exemple, on nous dit celui qui a le plus de joueurs contents, donc celui qui a coché le plus de petits smileys ici, va gagner 6 points, et l'autre joueur va gagner en compensation un smiley à cocher. Donc il y en a d'autres, il y a celui qui a le moins de joueurs mécontents, de personnages mécontents, celui qui a le plus de symboles dessinés dans ses hublots. Enfin voilà, il y en a différentes sortes. Donc ça, il y en aura 4 escales en tout dans la partie qui sont inscrites ici. Ensuite, on a aussi des cartes évidemment de cabine, d'ouverture de cabine. Donc ces cartes-là, elles vont nous dire, celle-ci par exemple, qu'on peut ouvrir une cabine 2 étoiles et une deuxième cabine 2 étoiles. Donc on va entourer 2 cabines 2 étoiles pour les ouvrir. Celle-ci, elle nous dit qu'on peut ouvrir soit une cabine 3 étoiles, soit une cabine 2 plus une cabine 1, soit 3 cabines 1. Et le 3e type de carte qu'on peut avoir, c'est des cartes d'objectifs de fin de partie, donc de ce type-là. Pareil, il y en a plusieurs sortes. Ils vont nous dire, là par exemple, on marquera un point de victoire par personnage mécontent en fin de partie. C'est-à-dire au lieu de perdre 2 points, on perdra que 1 point finalement par personnage mécontent. Ici, ce sera 2 points par symbole D qu'on aura dessiné. Bon, ces cartes, quand on les récupère, on va inscrire le type de bonus dans l'emplacement approprié ici. Et en fin de partie, on calculera en fonction de tout ce qu'on a fait, combien de points ça va nous rapporter. Donc voilà, c'est tout à peu près pour ce jeu. Il y a des petites extensions, donc avec des cartes capitaines, des cartes bagages qui viennent changer un tout petit peu le gameplay, mais rien de trop compliqué.
Donc voilà, on pioche 3 cartes, un joueur pioche 3 cartes, il sépare en deux, l'adversaire choisit un tas, le joueur qui a pioché prend le reste, ensuite on inverse, c'est l'autre joueur qui pioche 3 cartes, qui fait 2 tas, et on alterne comme ça, jusqu'à la fin de la partie. La fin de la partie, c'est quand on a vidé le tas de cartes, tout simplement. Donc voilà, c'est simple, assez interactif avec ce système donc de choix. On va essayer de laisser des cartes qui intéressent pas l'adversaire quand c'est son tour de choisir. Et bon voilà, ça se joue assez vite, c'est plutôt pas mal dans son genre. En numéro 19, Seven Bridges. Donc Seven Bridges, je crois que c'est pas sorti en français. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes, à partir de 10 ans. Donc vous avez des crayons de couleurs de 6 couleurs différentes pour les 6 joueurs si vous jouez à 6. Vous avez donc 6 dés en bois, avec dessiné dessus des routes, en fait, c'est censé être des routes. Et chaque joueur va avoir une carte de la ville de Königsberg. Une ville donc qui a 7 ponts, donc le nom du jeu, Seven Bridges. Donc vous avez une petite carte de la ville cartographiée, et donc à chaque tour, un joueur va lancer tout le dé, et les joueurs à tour de rôle vont récupérer des dés l'un après l'autre pour dessiner du coup le chemin qu'ils vont parcourir dans cette ville. Donc on va déterminer évidemment un point de départ commun à tout le monde en début de partie. Et ensuite, ben voilà, si vous avez une intersection, vous allez devoir dessiner l'intersection sur une case pleine. Vous voyez que vous avez un découpage quadrillé. Le but du jeu, ça va être de faire le chemin le plus optimisé, le plus efficace pour marquer des points en fin de partie. Donc, sachant qu'en fin de partie, vous allez marquer des points pour votre boucle la plus grande. Donc, si vous arrivez à faire un chemin qui se ferme, vous allez gagner des bonus à chaque fois que vous allez passer à côté de bâtiments spéciaux, donc qui sont indiqué sur la carte par des lettres, donc de A à J, je pense. Donc à chaque fois que votre chemin passe à côté du bâtiment correspondant à la lettre, vous gagnez un petit bonus ici, que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, à la fin de la partie, donc vous allez compter tous les bâtiments à côté desquels vous êtes passé, ça vous fera des points. Tous les arbres à côté desquels vous êtes passé, ça vous fera des points aussi. Donc en fonction des ponts que vous avez traversés, je vous dis la boucle la plus longue, enfin il y a plein de petites façons, le nombre de ponts traversés, ça vous fait marquer des points. Le nombre donc de lettres, de bâtiments correspondant à des lettres que vous avez traversées aussi. Donc le scoring de fin est un peu fastidieux, parce que il va falloir compter tous les bâtiments à côté desquels on a fait un trait, tous les arbres, tous les trucs. Mais sinon le jeu, bon, voilà, il est plutôt simple à jouer, et assez sympa. Donc on va faire son petit chemin, on va essayer de passer par les endroits les plus optimisés, en prenant bien en compte donc les différents types de dés qu'il peut y avoir, qui sont tous résumés ici. Sachant que les dés avec le 2 et le 3 sont des lignes droites, qu'on va pouvoir faire jusqu'à 3 cases ou 2 cases si on a celui-là. Et après, bon, il y a des petites règles, des petites contraintes, je rentre pas dans les détails. Certaines, on peut pas s'arrêter en plein milieu, enfin bon, il y a plein de petits trucs à prendre en compte. Mais finalement, voilà, c'est un petit jeu de cheminement à travers une carte. Pareil, ça se joue facilement et c'est plutôt pas mal. Numéro 18, le jeu Boomerang Australia. Donc Boomerang Australia, ça se joue de 2 à 4 pour des parties de 30 minutes à partir de 8 ans. Donc là, c'est la version Australia. Il y a aussi la version Europe et la version États-Unis, USA, je crois. À chaque fois, c'est un peu le même principe. Donc là, c'est un jeu de draft and write, c'est-à-dire qu'on va avoir un tas de cartes. On va en distribuer 7 à chaque joueur. Et les joueurs vont, parmi leur main de départ, choisir une première carte qu'ils vont mettre face cachée devant eux. Ensuite, ils passent le tas à leurs voisins. Ils réceptionnent du coup une main de 6 cartes. Ils choisissent une nouvelle carte que cette fois ils vont placer face visible. Et on va répéter ça jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré 7 cartes et fait une ligne de 7 cartes. À ce moment-là, on va compter les points et en dévoilant du coup la première carte. Et il y a plusieurs façons donc de marquer des points. Déjà, on va regarder la différence entre la valeur de la première et de la dernière carte. Ça va vous donner les points pour la première manche. Donc ça se joue en 4 manches. Donc vous avez à chaque fois, vous avez un numéroté de 1 à 4. En première manche, on regarde la différence de points. Ensuite, on va regarder les symboles verts qu'on a collectionnés sur toutes nos cartes. Et ça va nous donner un certain nombre de points. Si c'est inférieur à 7, les points sont doublés. Si c'est supérieur à 7, on inscrit directement les points. Ensuite, sur certaines cartes, il y a des symboles d'animaux, comme ici. Donc quand il y a des symboles d'animaux, en fait, ça marche par paire d'animaux identiques. Vous voyez, par exemple, là, les kangourous. Ça me fait 3 points de victoire en fait. Là, vous allez faire le total de tous les animaux que vous avez en paire. Vous allez marquer le total ici. Ensuite, vous avez des symboles, les symboles bleus ici. Donc, c'est les différentes activités que vous allez pouvoir faire. Là, vous allez choisir une activité. Et en fonction du nombre de symboles de cette activité, vous regardez la petite grille en bas, vous allez marquer un certain nombre de points.
Donc il y aura qu'une activité qui pourra être scorée par manche, celle de votre choix. Vous marquerez les points donc parmi les 4. Et enfin, il y a les différents lieux, évidemment, que vous allez visiter, donc qui correspondent aux petites illustrations. Vous avez à chaque fois donc une lettre ou un petit logo qui correspond à la carte de l'Australie, du coup. Et à chaque fois que vous avez un symbole ou une lettre, vous allez cocher le symbole correspondant. Et quand vous réussissez à remplir une même région, vous marquez des points bonus. Voilà, c'est à peu près tout. Donc on fait ça une première fois, ensuite on reprend toutes les cartes, on remélange, on redistribue. Deuxième manche, troisième manche, quatrième manche, on fait le total de chacun des points. Et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En gros. Donc pareil, super simple, voilà, des petites cartes, quelques symboles un peu différents. Et c'est plutôt voilà, un jeu de collection et d'optimisation pour essayer de scorer le maximum. Boomerang Australia, numéro 18. En numéro 17, La Route des Vignes, un jeu pour 1 à 10 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Encore une fois, un jeu très facile. Vous avez 2 types de cartes dans le jeu. Des cartes villages qui vont correspondre aux différents villages notés A, B, C, D, E jusqu'à F, qui sont mélangés en début de partie et placés en tas face cachée. Et les cartes routes. Donc les cartes routes, ce sont des petites cartes qui vont indiquer des directions, des chemins qu'on va pouvoir faire, donc des lignes droites, des virages, des choses comme ça. Vous avez donc une petite feuille ici, vous allez prendre un crayon. En tout début de partie, vous allez dévoiler le premier village, donc le village A, vous allez l'inscrire ici pour la première manche, donc ça va se jouer en 5 manches. Et le but à chaque manche, ça va être d'essayer de relier des grappes de raisin au village en question. Donc pour ça, on va déterminer donc un joueur qui va retourner les cartes chemin une à une, et à chaque carte chemin dévoilée, on va devoir dessiner ce chemin sur une des cases disponibles, sur laquelle il n'y a pas eu encore de chemin dessiné, donc n'importe quelle case, on peut commencer n'importe où, aller n'importe où. Par contre, on doit respecter le sens du chemin, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez un numéro 4, vous avez une indication là des différents types de tracés que vous pouvez avoir dans les cartes. Numéro 4, c'est vraiment une route qui vient de la gauche et qui va vers le bas. On peut pas l'orienter, la changer de son sens. Donc vous allez faire ça, donc là on sait qu'on doit relier le village A, donc on peut directement partir du village A et mettre la route ici, comme ça on sait que déjà on est connecté. Ensuite on va retourner une nouvelle carte, celle-là c'est une ligne droite, donc il faudra évidemment essayer de faire coïncider au mieux les chemins, parce que c'est en faisant des lignes continues qu'on va récolter le raisin et marquer des points. Donc là pareil, on peut la placer même à un autre endroit, peu importe, mais bon, il faut essayer d'optimiser quand même un maximum. Et on va faire ça un certain nombre de fois, jusqu'à ce que, vous avez vu, il y a 2 types de couleurs de cartes, les cartes jaunes et les cartes grises. En fait, dès qu'on va dévoiler, donc c'est aléatoire, hein, les cartes sont mélangées en début de partie, dès qu'on va dévoiler la 4e carte jaune, je crois, la manche va s'arrêter. À ce moment-là, on va regarder combien de raisins, de grappes de raisins, on a réussi à relier au village. Si on n'a pas du tout réussi à en relier, c'est-à-dire qu'on marque 0 points, il y a 0 grappe reliée au village de la manche en cours, on marque moins 5 points. Si on a relié au moins une grappe, on va compter le nombre de grappes et marquer les points correspondant à droite de la lettre du village, pour la première manche. Et la petite particularité du jeu, c'est que pour les manches suivantes, il faudra toujours faire un score supérieur à la manche précédente. C'est-à-dire, il faut pas commencer trop fort à mettre trop de grappes sur le premier village, parce que si on fait un score inférieur à la manche précédente lors des manches suivantes, on perdra des points, on perdra 5 points à chaque fois. Quand, mettons, première manche, j'ai réussi à marquer 3 points, donc j'ai écrit la lettre A ici, je marque 3 points, j'ai relié 3 grappes au village A. Deuxième manche, c'est le village B, donc il va falloir que je relie des grappes au village B, il faudra que j'en relie plus que 3. Si j'en relie moins que 3, je vais prendre moins 5 points. Donc il faut toujours faire un meilleur score, donc il faut que ce soit vraiment crescendo dans la partie. À la fin de la 5e manche, tout simplement, on fait le total des points qu'il y a ici, donc en additionnant et soustrayant les malus. Et ensuite, on va compter le nombre de grappes de raisins roses reliées au château rose, et ça fera un certain nombre de points. Et la même chose avec les raisins verts reliés au château vert, un certain nombre de points. Et ensuite, on fait le total. Voilà, très simple. Et voilà, c'est assez original avec ce système donc de progression, où il faut vraiment faire attention à pas aller trop vite. La Route des Vignes, numéro 17. Numéro 16, le jeu Poké'n'Roll, un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30-45 minutes. Donc là, on est clairement dans un mélange de poker et de yams, ou de Yahtzee si vous préférez. Donc un jeu dans lequel on va lancer des dés et essayer de faire les meilleures combinaisons de poker.
Ça va se jouer chaque fois en 3 manches. À chaque manche, il faudra décider si on veut continuer ou se coucher, comme au poker. Et en fonction de ce qu'on décide, on va marquer plus ou moins de points. Donc vous avez des dés blancs, qui sont les dés communs. Au début d'une manche, on va lancer 3 dés blancs. Ensuite, chaque joueur va recevoir 2 dés à sa couleur et une plaquette, du coup, pour marquer les points. Donc il y a des différentes plaquettes de différentes couleurs, des stylos Velleda, donc ça c'est façable. Chaque joueur va lancer 2 dés dans son petit gobelet, à travers lequel il va pouvoir regarder, pour voir donc les résultats qu'il a obtenus. Et il va essayer de faire des combinaisons avec les dés communs. Donc les dés blancs, c'est les dés communs à tout le monde. Regardez qui a la meilleure combinaison. Ça, c'est première manche. Là, tout de suite, si un joueur pense que ça va pas le faire, il peut décider d'abandonner. Dans ce cas-là, il dévoile son jeu et il va cocher une case dans abandon au premier tour, qui vaudra 1 point par case cochée. Tous les autres joueurs qui restent en jeu vont garder donc leur combinaison de dés. On va lancer un dé supplémentaire commun et on va essayer de regarder si on a une combinaison sympa ou pas. Si on veut abandonner à ce moment-là, on dévoile et on va marquer la combinaison qu'on a réussi à faire, la plus haute. Donc lui, typiquement, il a un 3-1, donc il a un brelan, donc il va cocher un brelan ici, et ça vaudra 4 points en fin de partie. Les joueurs qui décident de continuer après la deuxième manche, donc il restera une dernière manche, là il pourrait y avoir qu'un seul vainqueur, celui qui aura la meilleure combinaison. C'est-à-dire que tous les autres joueurs ne marqueront rien. Le joueur par contre, qui aura la meilleure combinaison à la fin de la troisième manche, va non seulement marquer les points de sa combinaison, donc il va regarder s'il a fait un carré, un yams, une grande suite, peu importe, avec les 5 dés qui sont ici plus ces 2 dés, et en plus il va cocher troisième tour remporté ici, qui lui vaudra autant de points que le nombre de joueurs. Et donc on va refaire ça un certain nombre de fois, donc on recommence après une manche, on reprend chacun nos dés, on relance les 3 premiers dés, et c'est reparti pour un tour, jusqu'à ce qu'un joueur ait coché toute une ligne. Dès que c'est le cas, on finit la manche en cours et on va additionner donc tous les points en multipliant le nombre de coches par ligne par le nombre de points associés. On fait le total et celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc vraiment voilà un mélange, un hybride entre le jeu de poker, sauf que là ça se joue que avec des dés. Ça c'est la version de base et vous avez une version évoluée au dos chaque fois où là vous allez pouvoir faire des combinaisons qui n'ont plus rien à voir avec rien. Donc vous allez pouvoir faire un Yams Royal, donc avoir 6 dés de la même valeur, et pour ça, donc chaque joueur va tout simplement lancer 3 dés au lieu de 2, en plus des 5 dés ici. Donc vous avez beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de combinaisons à faire, et des points différents à marquer. Donc voilà, tout simple, super simple et rapide à jouer. Pok'n'Roll, numéro 16. Numéro 15, le jeu Railroad Inc., un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20-30 minutes. Donc ça, c'est pareil, c'est un jeu à cocher avec des roll and write, avec des dés, des petits plateaux Velleda, des Velleda, et il y en a plusieurs dans la même gamme en fait. Ça, c'est la version rouge, il y a la version bleue, il y a la version jaune, en fait, il y a plein de versions différentes qui apportent des petites variantes en fait, avec des dés supplémentaires, mais qui sont pas nécessaires au jeu de base. Donc le jeu de base, il se joue uniquement avec les dés blancs, et il est identique pour toutes les versions. La petite variabilité va se faire au niveau des dés supplémentaires. Donc voilà, pour varier les parties, il y a plusieurs versions. Le principe, il est tout simple aussi. Il va y avoir un joueur qui va lancer les 4 dés. Donc les faces des dés, elles sont toutes expliquées ici pour savoir qu'est-ce qui peut tomber. Et parmi ces dés, on va essayer de faire un réseau avec des routes et des voies ferrées. Donc les routes, c'est ce symbole-là, donc les 2 traits avec le train pointillé au milieu. Les voies ferrées, c'est l'autre symbole avec les traits hachurés. Vous voyez que vous avez des entrées et des sorties tout autour du plateau, et le principe ça va être essayer de connecter le maximum d'entrées et de sorties par un réseau ininterrompu, donc de routes ou de voies ferrées. Donc vous allez à chaque fois utiliser tous les dés disponibles dans l'ordre que vous voulez, en les plaçant comme vous le souhaitez, en orientant en différentes sortes. Pour la première manche, à chaque fois que vous allez placer un dé, vous allez marquer en haut à droite que c'est le dé placé à la première manche, mettre le numéro de la manche en cours. À chaque tour, vous avez la possibilité d'utiliser un des 6 dés bonus qu'il y a ici, mais vous êtes limité dans toute la partie à 3 bonus utilisés. Donc en tout, je crois qu'il y a 6 manches, donc il va falloir décider à quel moment vous voulez utiliser un dé supplémentaire bonus, en plus des 4 dés principaux. Voilà, c'est tout. Donc là, mettons, vous avez ce dé-là, vous pouvez l'orienter comme vous voulez, vous pouvez décider de faire hop, comme ceci,
vous avez commencé un petit chemin de voie ferrée. Ensuite, vous pouvez le continuer avec ce dé-là en faisant un truc comme ça. Et là, en fait, quand vous avez le petit point, bah, c'est des changements de type de voie. Vous passez de la voie ferrée à la route. Ben, on peut très bien le mettre ici, parfaitement. Ici, on a le petit carré. Ici, on a la route qui correspond à la route ici. Et ici, on a la voie ferrée qui correspond. Donc, j'ai déjà relié deux entrées-sorties ici, grâce aux 4 premiers dés. Il me reste même un dé ici, que je peux utiliser où je veux ailleurs, en mettant ici. Commencer une autre route. Et donc voilà, on va faire ça 6 fois. 6 fois, on va lancer les dés. 6 fois, on va continuer notre réseau en essayant de connecter un maximum de choses. Et une fois que les 6 manches sont finies, on va compter les points. Pour compter les points, c'est tout simple. Il y a les différents critères ici. Le premier, c'est le nombre de flèches qu'on a réussi à connecter. En fonction du nombre de flèches connectées, vous avez le petit tableau ici. On vous dit combien de points vous allez marquer. Ensuite, vous allez compter le nombre de cases traversées par votre route la plus longue. Ça vous fera ce nombre de points. Idem avec votre voie ferrée la plus longue. Ensuite, vous allez regarder combien de cases vous avez remplies au centre du plateau. Donc, vous voyez, c'est encadré par un cadre vert ici. Ça fera 1 point par case sur laquelle vous avez dessiné des routes au centre du plateau. Et ensuite, vous allez perdre des points pour chaque route ou voie ferrée qui n'ont pas de fin, en fait. Donc, typiquement, si je m'arrête ici, cette route, elle va nulle part. Là, ça me vaut, je mettrai une petite croix ici, ça me fait moins 1 point. Cette voie ferrée, moins 1 point. Si on arrive par contre à les connecter au bord du plateau, là c'est bon, on perd pas de points. Et le dernier petit critère ici, c'est pour la variante justement, en utilisant donc les dés spéciaux. Et à chaque fois, il y a 2 variantes par boîte. Donc là, il y a les dés avec les explosions et les météorites, et les dés avec la lave. Donc je vous explique pas la variante, vous la découvrirez par vous-même si ça vous intéresse, sachant que je vous ai dit, ça change en fonction des boîtes. Mais pour le jeu de base, voilà, c'est comme ça, et ça se suffit à soi-même, c'est déjà intéressant, et c'est un bon petit roll and write rapide et sympa. Numéro 14, jeu Foxy. Donc là, on est à la limite du roll and write, enfin du jeu à cocher. C'est un jeu assez particulier, c'est plus un jeu de mémoire. Mais bon, il va falloir quand même noter des numéros, le nombre d'animaux qu'on va voir. Vous allez voir, je vous explique. Très simple, très familial. Alors ça peut jouer clairement avec des enfants. Plutôt sympa. Donc vous avez plein de cartes comme ça avec des illustrations sur lesquelles à chaque fois il y a un certain nombre d'animaux différents. Donc des animaux en tout, je crois qu'il y en a 3, 6, 9 différents. Donc vous avez le dauphin, vous avez la poule, la girafe. Donc il y a différentes sortes qui sont mises en scène sur différentes illustrations. Donc ces cartes-là, vous allez les mélanger, vous allez en prendre 19. Et vous allez y rajouter la carte Foxy, donc cette carte-là, que vous allez mélanger dans le tas. Et là, vous êtes prêt à commencer la partie. Et donc, le principe, c'est que chaque joueur va avoir une petite tablette comme celle-ci, donc numérotée de 1 à 20, qui correspondent aux 20 cartes qui sont en jeu. Et à chaque manche, il y a un joueur qui va dévoiler la première carte. Et il va falloir que tous les joueurs, chacun de leur côté, inscrivent combien ils ont vu d'animaux présents sur cette carte. Donc là, il y a une girafe. Ils ont vu jusqu'à présent qu'une girafe, donc ils marqueraient 1 ici pour la première carte. Ensuite, on révèle la deuxième carte. Là, on a un ours et un lapin. Combien ils ont vu en tout d'ours et de lapins depuis le début de la partie? Ils en ont vu que 2, puisque c'est les 2 premiers. Donc ils marquent 2 à la deuxième manche. Troisième manche, on a une pieuvre, un chat. Combien ils en ont vu depuis le début de la partie? Ils en ont vu que 2. Ici, tout va bien, ça paraît super simple, ça paraît même peut-être un peu nul, mais vous allez voir que ça se complique très vite. Ici, il y a un lapin caché. Combien on a vu de lapins depuis le début de la partie? A priori, on en a vu 2, parce qu'il y en avait un tout à l'heure, je pense. On va vérifier pour tricher. Il y avait bien un lapin ici, donc c'est le deuxième qu'on voit. Donc il faut s'en souvenir, évidemment, les cartes, on les laisse pas visibles, on les recouvre à chaque fois. Donc c'est vraiment, là où je vous dis, c'est un jeu de mémoire. On continue. Cochon, combien on en a vu? C'est le premier, il y en a qu'un. Et on fait ça pour les 20 cartes. Si on tombe sur la carte, là, pieuvre et dauphin, combien on en a vu en tout? Je crois que c'est la deuxième pieuvre et premier dauphin, donc ça ferait 3. À tout moment, un joueur va pouvoir décider de doubler ses points s'il est sûr d'avoir le bon nombre. Donc là, girafe, combien on a vu de girafe? A priori, c'est la deuxième. Moi, je suis sûr que c'est la deuxième. Je peux très bien décider d'entourer ma valeur ici. Et au moment du décompte de fin, quand on va vérifier, si c'est bien exactement le bon nombre, je vais doubler ses points.
Donc ça c'est à faire une fois dans la partie, on peut doubler des points. Donc autant le faire sur les valeurs importantes. Quand on a vu beaucoup d'animaux, là c'est un peu nul. Si on tombe sur la carte Foxy, donc je sais pas où est-ce qu'elle est, ici, au moment où on tombe sur la carte Foxy, il va falloir écrire dans la case correspondante combien d'animaux différents on a vu depuis le début de la partie. Donc là, c'est pas le nombre d'animaux total, c'est le nombre d'animaux différents. Sachant qu'au total, il y en a 9, donc ça va être compris entre 1 et 9 en fonction de quand la carte va sortir. Voire 0 si elle sort en premier. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on va faire ça jusqu'à 20. Donc au début, c'est super simple, mais plus ça avance, plus ça va être compliqué de se souvenir de quels animaux on a vu. Une fois qu'on arrive à 20, on passe au décompte de fin. Donc là, on va tout simplement reprendre le tas de cartes qu'on a dévoilé. On va prendre la petite plaquette pour compter les choses. Et on va retourner les cartes une par une dans l'ordre où on les a dévoilées. Donc là, une girafe, on va cocher la première girafe. Et on vérifie qu'on a bien le bon nombre. Et en fait, on va marquer les points quand on a le nombre exact ou moins. C'est-à-dire qu'on peut, si on n'est pas sûr à un moment donné, en même temps il y a eu 8 ours qui sont sortis, on n'est plus très sûr, on veut assurer le coup, on peut marquer 6 ou 7 ou 5 pour être sûr de marquer ce nombre de points. Et on marquera le bon nombre de points. Si par contre on dépasse le nombre réel, dans ce cas-là, ça fait 0. Les points sont pas comptés. Et donc on va additionner tous les points des 20 cartes, et celui qui a le plus de points remporte la partie, tout simplement. Donc voilà, c'est assez original pour le coup, et très simple, très familial, un bon petit jeu. 13e position, le jeu Sixto, pour 1 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 15 minutes. Il y a pas mal de jeux qui ressemblent à ça, donc c'est des jeux où on va lancer des dés, et on va devoir cocher les numéros correspondant aux dés pour essayer de marquer un maximum de points. Le plus connu, c'est peut-être Quicks, qui est sorti il y a quelques temps, qui est intéressant aussi, mais comme ces jeux se ressemblent tous, j'ai choisi celui que je préférais dans cette gamme-là, donc c'est celui-là, c'est Sixto, il est sorti il y a pas très longtemps. Donc là c'est tout simple, on va donner une fiche de scoring à chaque joueur, donc il faudra que ce soit une fiche différente, vous voyez qu'il y a un petit numéro, une petite lettre en bas à gauche. Il faudra que chaque joueur ait une lettre différente. Et ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont lancer les dés, donc il y a un joueur qui va prendre tous les dés qui va lancer les dés. Et il aura le droit à 2 chances de lancer si les numéros du premier lancé ne lui conviennent pas. Le but du jeu, ça va être d'essayer de cocher un maximum de cases sur la grille. Donc vous voyez, vous avez les couleurs qui correspondent aux dés. Et le principe, c'est que à chaque fois qu'on va cocher un numéro sur une ligne, on ne pourra plus cocher les numéros qui sont avant. Donc on peut très bien, là vous voyez, j'ai le 6 violet, je peux très bien venir cocher directement le 6 violet, mais ça veut dire que le 1 et le 5, je les cocherai pas. Il faudra que je continue après avec le 4 et ainsi de suite. Plus on va cocher de numéros sur une ligne, plus on va marquer de points. Donc vous avez ici l'indication, donc si vous en avez 0, c'est 0, si vous en avez coché qu'un, c'est moins 5, si vous en avez coché 2, c'est 0, 3, c'est 5, et ainsi de suite, jusqu'à 11, pour marquer 66 points. Et la petite particularité de celui-là, c'est que il va aussi falloir essayer de cocher les numéros en colonne. Et là, ça va être le même principe de points, c'est-à-dire que vous avez du coup les 6 couleurs, donc 6 cases possibles en colonne. Mais si vous en cochez qu'une, vous prendrez aussi moins 5 dans cette partie-là du scoring. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur aura coché 2 cases dans la petite zone qui est un peu séparée ici, dans les 3 dernières cases. Et pour pouvoir cocher un numéro dans ces 3 dernières cases, il faut obligatoirement avoir coché au moins 4 numéros dans la zone précédente. À partir du moment où un joueur va cocher 2 numéros dans cette zone de droite, on va éliminer le dé de la couleur correspondante. Et du coup, plus personne ne pourra cocher de numéros dans cette couleur. Et à partir du moment où on va éliminer un 3e dé de cette façon, la partie va s'arrêter tout de suite et on comptera les points. Donc voilà, très simple. Donc à tour de rôle, je vous dis, chaque joueur lance les dés et peut relancer une fois pour essayer de cocher un maximum de numéros. On n'est pas obligé de cocher, je vais pas préciser, mais on n'est pas obligé de cocher des numéros à chaque lancer. Si vraiment le numéro il est beaucoup trop loin dans la ligne, on peut zapper le dé, mais comme je vous ai dit, plus on va cocher, plus on va marquer de points. Donc voilà, ultra simple, mais plutôt sympa et plutôt efficace. Numéro 12, Roll to the Top Journey, exactement. C'est un jeu qui n'est pas sorti en français, il me semble. Ça se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Et là encore, c'est un jeu très simple. Vous allez avoir donc un certain nombre de dés avec un nombre de faces différents à chaque fois. Un petit dé noir qu'on lancera à chaque fois qui va vous permettre de changer les dés à chaque tour. Et vous avez des petits tableaux Velleda comme ceci. À chaque fois recto verso. En plusieurs exemplaires, pour qu'il y en ait un par joueur.
qui vont représenter à chaque fois soit des monuments, soit des lieux emblématiques. Donc en tout, il y en a 6 différents dans cette boîte-là. Donc vous avez voilà la pyramide, la tour Eiffel, vous avez un arbre spécial, vous avez voilà des éléments du Yosemite Park aux États-Unis. Enfin bon, c'est quand même assez ciblé voilà nature ou monument. Et le but du jeu, ça va être de remplir toutes les cases qui constituent ces éléments, en commençant toujours par le bas et en allant vers le haut. Donc roll to the top, en montant le plus haut possible. Et la règle principale, c'est que tous les numéros qui doivent être placés par-dessus un autre numéro doivent être toujours supérieurs. Donc on va essayer de commencer, donc on commence obligatoirement par les endroits où il y a les petits points. Il va falloir commencer par des petits numéros pour pouvoir à chaque fois réussir à faire un meilleur score. Et donc au début de la partie, on va lancer un certain nombre de dés qui va être déterminé. Enfin en fait, on va lancer tous les dés. Et je crois les dés pairs vont être gardés. Donc là, on gardera par exemple tout ça. Le dé impair va être mis de côté. Et là, le premier joueur va pouvoir commencer à lancer tous les dés, incluant donc le dé noir qui sera lancé à chaque fois. Et là, chaque joueur va pouvoir utiliser chaque dé une fois, soit pour sa valeur toute simple, soit en additionnant différentes valeurs. Donc là, par exemple, on pourrait utiliser les 2-3 pour marquer un 3 ici, un 3 ici. Il pourrait utiliser le 12, qui est quand même un assez gros chiffre, pour le mettre ici parce que ben là, il n'y a pas de numéro au-dessus, donc il n'y a pas de souci de mettre un gros chiffre à cet endroit-là. Et après, le 11, ben, il pourrait le mettre ici de l'autre côté, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on veut mettre un numéro sur une ligne au-dessus, il faut obligatoirement que les cases qui sont en dessous soient remplies. Donc ici, pour mettre un numéro ici, il faut obligatoirement que les deux soient remplis. S'il n'y en a qu'une, on peut pas. Celui-là, à partir du moment où cette case est remplie, ça touche que cette case, donc c'est bon. Et donc, plus on va remplir vite son tableau, ben plus on a de chances de gagner, parce que le but du jeu, c'est évidemment d'être le premier à noter le dernier numéro tout en haut du monument. Une fois que tout le monde a choisi et utilisé les dés qu'il voulait, on n'est pas obligé de les utiliser, hein, on va regarder le symbole indiqué sur les dés noirs, et ça va nous dire ce qu'on va faire avec les dés. Donc là, on nous dit qu'on va échanger tous les dés de ce pool par le dé qui est à côté, par exemple. Donc là, on lancera qu'un seul dé. Donc pour chaque joueur, ben, il y aura qu'un 6 à faire. Donc là, le 6, on peut estimer que c'est jouable de le mettre ici. Et évidemment, on va lancer aussi ce dé, on le lance à chaque fois. Les autres faces, c'est là, on élimine un dé du pool lancé, sauf s'il y en a qu'un. S'il y en a qu'un, c'est particulier. Dans ce cas, on en rajoute. À chaque fois qu'il y en a qu'un, on en rajoute obligatoirement un. Ici, on rajoute un dé. Ici, le joueur va choisir d'ajouter ou d'enlever un dé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est tout, je crois. Voilà. Et donc, en fonction voilà des dés et des numéros sur les dés, vous voyez que ce dé-là, il va faire potentiellement des gros chiffres, mais peut-être des petits. Comme on peut additionner à chaque fois, ben voilà, il y a un petit peu de stratégie dans les choix des dés à lancer par rapport aux autres joueurs. Mais sinon, c'est ultra basique, mais c'est quand même sympa. Roll to the top. En 11e position, Way of the Samurai Roll and Write. Donc là, c'est un petit jeu solo, uniquement. Donc vous avez des petites extensions dans le jeu. Et c'est un jeu dans lequel il va falloir faire un duel contre un ennemi qui sera différent à chaque fois. Donc je crois il y a 32 duels différents dans le jeu. Donc chaque double page, en fait, c'est un duel. Vous avez votre personnage à droite et l'ennemi à combattre à gauche à chaque fois. Et voilà, il y a des caractéristiques et des statistiques qui changent en fonction des combats. Donc les illustrations sont super chouettes. Le petit manuel là est de bonne qualité. Enfin, c'est vraiment, en termes d'édition, c'est très cool. Le jeu est très difficile à trouver parce que c'est un jeu auto-édité par financement participatif. Et donc là, la campagne est finie, donc potentiellement il y en aura peut-être d'autres plus tard, mais pour l'instant, ça se trouve surtout d'occasion. Et le principe là, ça va se jouer aussi avec 4 dés. Donc les dés sont pas fournis d'ailleurs avec le jeu, il faut trouver les dés en plus. Le jeu va se jouer en 20 rounds maximum. À chaque round, on va vous dire combien de dés vous avez le droit de lancer parmi les 4 disponibles. Si vous lancez la totalité des dés, vous allez attribuer ces valeurs de chaque dé. On ne pourra pas scinder les dés en différentes valeurs. Hein. Chaque dé doit être attribué à une des caractéristiques, une des 3 caractéristiques du personnage. Donc l'attaque, la défense ou la concentration. Il y a que les fois où vous lancerez un seul dé que vous pourrez diviser la valeur entre différentes caractéristiques. Donc là, vous lancez 3 dés, vous pouvez additionner par contre. Vous pouvez, si vous faites un 6, un 5, vous pouvez mettre 11 en attaque. Et avec le dernier dé, mettre de la défense ou de la concentration, ou tout mettre dans une même statistique. C'est vous qui choisissez.
Et une fois que vous avez fait ça, le ou les dés qui vont rester, donc là vous en lancez 3, il en reste 1 sur les 4, vont être lancés par l'adversaire. Donc c'est vous qui jouez l'adversaire aussi. Vous lancez le dé, et là vous savez que comme il a qu'un seul dé, son résultat va être compris entre 1 et 6. Et ça va vous donner les caractéristiques de défense et de contre-attaque d'ailleurs de l'adversaire. Si vous faites un 1 ici par exemple, on vous dit qu'il a 4 points de défense. Donc il faudra que vous soustrayez ces 4 points à votre valeur d'attaque pour donner votre attaque finale. Si jamais votre attaque finale ici est comprise entre 4 et 6 exclus, vous faites perdre 1 point de vie à l'adversaire. Si vous avez 6 ou 7, vous en faites perdre 2. 8 ou 9, 3 points, et 10 ou plus, vous faites perdre 4 points de vie directement. Une fois que vous avez résolu ça, il va falloir que vous regardiez si votre défense est inférieure à la valeur indiquée ici. Si c'est le cas, vous prenez aussi une contre-attaque et vous allez prendre aussi des blessures. Donc il y a différents types de blessures. En fonction des blessures que vous allez prendre, évidemment vous allez perdre aussi des vies. Et va falloir lancer un dé pour savoir à quel endroit vous allez être blessé. Vous avez ici des statistiques qui vont vous dire que voilà, si vous faites un 3, il va vous blesser à la main. Si vous êtes blessé 2 fois au même endroit, vous allez avoir un malus beaucoup plus méchant. Bon voilà, je rentre pas dans les détails, mais il y a pas mal de petites mécaniques, donc niveau blessure, niveau attaque, défense, tout ça. Vous avez aussi des attaques spéciales ici que vous allez pouvoir déclencher en accumulant des points de concentration. Donc les points de concentration, dès que vous arrivez à en avoir un nombre correspondant à la colonne ici, vous allez pouvoir avoir des caractéristiques spéciales. Et vous avez aussi des points de ki. Donc ça, c'est les petites flammes bleues là, qui vont vous permettre d'influencer un petit peu vos dés quand vous allez les lancer. Donc voilà, tout simple, vous lancez à chaque fois un certain nombre de dés, vous attribuez vos statistiques, vous lancez les dés pour l'adversaire et vous voyez ce qui se passe, et il faut optimiser au maximum vos lancers. Mais je vous dis, l'édition est super chouette, et pareil, ça se joue très simplement, mais c'est quand même intéressant, il y a un petit challenge. En 10e position, le jeu Explorers. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Explorers, donc vous allez avoir un petit plateau modulable, donc tout est en carton épais Velleda, donc on peut écrire sur tout le matériel du jeu. Vous allez mettre en place donc le terrain, les terres à explorer justement. Il faudra que ce soit les mêmes tuiles exactement pour tous les joueurs, placées exactement au même endroit. Donc les tuiles, vous allez les repérer en fonction des numéros des villages qu'il y a ici. Donc là, on a joué avec le 8, le 7, le 2 et le 5, dans cet ordre-là. Ensuite, vous allez avoir des petites tuiles de scoring ici qui sont recto-verso, donc pour varier un petit peu les parties, que vous allez placer. Donc il y a la tuile avec les symboles de nourriture, la tuile avec le scoring pour les villages, qui est recto-verso aussi, et la tuile avec les diamants, qui est aussi recto-verso. Et donc sur ce terrain-là, vous avez tout un tas d'icônes différents que vous allez utiliser pour pouvoir marquer un maximum de points à chaque tour. Donc en tout, il va y avoir 4 manches. Et à chaque manche, le principe, ça va être de retourner des cartes, ou plutôt des tuiles exploration. Donc des tuiles exploration, il y en a en tout 8 dans le jeu, donc elles seront mélangées à chaque début de manche. Et on n'en utilisera que 7 par manche. Donc au tout début de la partie, chaque joueur va cocher un village de départ, donc il sera le même pour tout le monde. Donc admettons, on part de ce village-là. Et en commençant par un premier joueur, il va retourner une tuile et il va choisir un des 2 types de terrain disponibles sur la tuile pour pouvoir commencer à se déplacer sur le terrain. Donc des types de terrain, il y en a 4 différents dans le jeu. Il y a la plaine, le désert, l'eau et la montagne. Si là, admettons, il choisit de cocher dans l'eau, il sera obligé, c'est mieux pour lui, il peut cocher 3 cases dans le terrain qu'il a choisi. Les cases, quand on les coche, c'est obligatoirement orthogonalement, on peut pas partir en diagonale. Et une fois que lui, il a coché ses cases, tous les autres joueurs vont pouvoir cocher 3 cases de l'autre type de terrain, ou bien choisir le même type de terrain, mais dans ce cas-là, ils en cocheront que 2. Donc on fait tout ça, donc on va partir dans des sens différents. Une fois que c'est fait, le joueur suivant va tirer la tuile d'après, choisir son type de terrain, faire ses trois coches. Les autres pourront avoir 3 coches dans l'autre type, ou 2 s'ils choisissent le même. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on va faire des coches, si on coche un élément, une case sur laquelle se trouve un objet, il va se passer des trucs. Donc typiquement, les 3 types de nourriture donc sont la pomme, la carotte et le poisson. Dans une manche, à chaque fois que vous en cochez un, vous venez le cocher sur la petite tuile de nourriture en haut à gauche. Et le but, c'est d'avoir les 3 différents par manche. Donc si vous cochez une deuxième pomme, pour le coup, pour la première manche, ça servira à rien, elle est déjà cochée. À la fin de la manche, vous regarderez si vous avez 1, 2 ou 3 éléments.
Si vous en avez qu'un, vous marquerez 2 points. Si vous en avez 2, vous marquez 5 points. Si vous avez les 3, vous marquez 10 points. Ça, c'est une première façon de marquer des points. Ensuite, vous avez les diamants. À chaque fois que vous cochez un diamant, ben, vous venez le cocher sur la petite plaquette en haut à droite. Et bien évidemment, à la fin de chaque manche, vous allez marquer le nombre de points correspondant au nombre de coches que vous avez fait là-dedans. Et donc ça va être exponentiel. Première manche, vous allez marquer peut-être 1 ou 2 points. Deuxième manche, les 2 points que vous aurez marqués à la manche précédente vont recompter, plus tous les nouveaux diamants que vous aurez cochés. Donc vous marquerez de plus en plus de points avec les diamants de cette façon. Ensuite, vous avez les coffres. Donc vous voyez, il y a un coffre sur chaque tuile, placé à des endroits différents. Les coffres, le but du jeu, ça va être d'être le plus rapide à aller les ouvrir. Pour les ouvrir, il faut récupérer la clé. Donc, dès que vous allez cocher une clé, vous allez l'entourer en haut de votre plateau pour dire que vous avez récupéré une clé. Vous pouvez en récupérer plusieurs en allant chercher les différentes clés. Là, pareil, il n'y en a qu'une par tuile. Et à partir du moment où vous avez une clé, ben, vous allez pouvoir aller ouvrir un coffre. Si vous n'avez pas de clé et que vous cochez, vous ne pourrez pas cocher le coffre. Si vous avez une clé, par contre, ben, vous rayez la clé, vous cochez le coffre. Bon, on fait le chemin pour y aller, évidemment. Si vous êtes le premier à le faire, ben, vous allez marquer le nombre de points maximum, à savoir 12. Si vous êtes le second, ce sera 10, 8 ou 4. Alors ça va dépendre du nombre de joueurs. Si vous êtes que 2 joueurs, il y aura des points, vous rayerez directement, je crois, ces 2 points, et vous marquerez que 12 ou 8, en fonction de si vous êtes premier ou deuxième. Donc là, c'est une course pour l'ouverture des coffres, quelle que soit la lettre, parmi A, B, C ou D. Ensuite, vous avez les chevaux. Les chevaux, à chaque fois que vous cochez une icône de cheval, vous allez pouvoir rajouter une coche où vous voulez, mais il faut toujours respecter la même règle, qui est que toutes les coches doivent être faites adjacentes à une coche précédente. C'est-à-dire que là, je suis parti par là, il va falloir que je coche autour des croix que j'ai déjà fait. Je peux pas venir recommencer un itinéraire ailleurs. On suit vraiment un chemin. Donc si j'arrive, admettons, ici, à cocher le cheval, j'ai droit à une coche supplémentaire dans le terrain que je veux, donc je pourrais très bien continuer par là, mais je pourrais très bien venir ici, par exemple, et gagner un diamant. Enfin, la dernière icône à cocher, c'est la carte. Donc là, pareil, ça va être une collection, on peut en avoir 4, il y en a une par tuile au maximum. Dès que vous gagnez une carte, vous la cochez ici. Et à tout moment, au lieu d'utiliser un des 2 types de terrain de la tuile retournée, vous pourrez à la place décider d'utiliser une carte pour cocher directement 4 cases dans un même type de terrain. Donc c'est une sorte de petit joker, les cartes, voilà, ça vous permet d'aller plus vite, mais en ignorant les choses ici. Dans les types de terrain, de temps en temps, on a des jokers, c'est pas vraiment des jokers, mais on aura le choix de cocher sur 2 types de terrains différents. Donc là, si le joueur choisit ça, il pourra cocher ces 3 cases à la fois sur de l'eau et du désert s'il en a besoin. Et je crois qu'on a fait le tour, voilà, je vous ai expliqué les règles complètes pour le coup. La dernière chose, c'est que en fin de partie, on va aussi scorer des points par cases qu'on aura cochées qui entourent les villages. Donc orthogonalement, si j'ai 1, 2, 3 ou 4 cases cochées qui entourent le village, je vais marquer 3, 5, 4 ou 10 points par village. Donc vous voyez, 1 coche, 2 coches, 3 coches ou 4 coches, c'est les 4 cases qui entourent les villages. C'est ce qui fera des points, donc aussi là c'est en toute fin de partie pour le coup. Donc on additionnera du coup les points des coffres, les points qu'on a gagnés avec la nourriture, les points des diamants, les points des villages, et ça nous donne un score total, celui qui a le plus de points remporte la partie, au bout des 4 manches du coup. Voilà, donc vous savez tout sur Explorers, un bon petit jeu voilà, d'exploration en flip and write pour le coup, donc on retourne des tuiles et on coche sur notre petit plateau. Numéro 9, Harvest Dice. Harvest Dice, ça se joue de 1 à 4, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Donc là, on est à la ferme, on a des petits dés qui correspondent à différents légumes. Donc vous avez les dés oranges, c'est les carottes, les dés verts, c'est les salades, et les dés rouges, c'est les tomates. Chaque joueur va prendre donc une petite feuille comme ceci, un crayon. On détermine un premier joueur, on lui donne le petit jeton cochon. Et en commençant par le premier joueur, donc on va prendre tous les dés. Si on est 2 joueurs, on va enlever un dé de chaque couleur. Sinon on joue avec tous les dés. On lance les dés, et à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va sélectionner un dé pour pouvoir l'utiliser sur sa petite feuille. Donc on a 2 façons d'utiliser les dés. La première, ça va être de planter le légume dans son champ, donc la zone du haut c'est le champ, et donc là on va regarder la couleur du dé et la valeur. Donc ici admettons j'ai pris un 1 vert, ben, je vais dessiner dans la colonne 1, à l'endroit que je veux, une salade. Donc si vous savez dessiner les salades, vous pouvez dessiner une belle salade. Sinon, salade, vous faites un carré. Les carottes, vous faites un triangle. Les tomates, vous faites un rond. Ça marche très bien aussi.
À partir du moment où vous avez dessiné une salade ici, toutes les autres salades, donc tous les dés verts que vous allez récupérer, vous serez obligé de les mettre adjacents, orthogonalement, à d'autres salades dans votre champ. Donc on va faire des groupements par type de légumes. Du coup, si on se retrouve dans cette situation, donc chaque joueur prend un dé à tour de rôle, donc admettons le joueur d'après, il prend ce dé-là, il fait ce qu'il veut avec. Quand ça revient à mon tour, si je veux prendre un dé vert, je peux le faire, mais je ne pourrais pas planter de salade, parce que avec un 6, je suis obligé de planter là, et c'est pas adjacent, avec un 4, je suis obligé de planter là, c'est pas adjacent. Mais dans ce cas-là, le dé vert que je sélectionne, je vais l'utiliser pour le donner à manger au cochon. Et là, la règle, c'est, vous avez le petit encart cochon ici, vous allez cocher autant de cases, en commençant par la case en haut à gauche, que la valeur du dé que vous sélectionnez. Donc là, j'ai un 6, je vais cocher les 6 premières cases de la ligne ici. Et le fait de cocher des cases ici, non seulement ça va vous donner des points de victoire en fin de partie, en fonction du nombre de lignes remplies, donc vous voyez 2, 4, 6, 8, jusqu'à 15 si vous remplissez tout, mais en plus, quand vous remplissez une ligne, vous débloquez le bonus étoile ici, et ce bonus étoile, c'est rappelé ici, c'est un petit joker qui va vous permettre, quand vous allez sélectionner un dé ultérieurement, de l'utiliser pour faire plus 1, moins 1 sur la valeur de ce dé. Donc sans passer de 1 à 6, ni de 6 à 1. Donc ça va vous permettre de mieux agencer vos légumes et de marquer éventuellement plus de points. Donc on va, à tour de rôle, donc chaque joueur va prendre un dé jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul dé de disponible. Donc voilà, mettons tout le monde a choisi ses dés, tout le monde a noté ses choses, soit donné au cochon, soit planter ses légumes. Le dernier dé, on va s'en servir pour venir cocher dans les petits bacs à légumes correspondant à la couleur. Donc ici c'est une carotte, on va venir cocher, donc il y a une coche qui est déjà présente dans chaque bac à légumes par défaut. Là vous allez en rajouter une dans les carottes, et ça en fait ça va augmenter la valeur des carottes pour la fin de la partie. Donc là on a fait un premier tour, ensuite on passe au joueur suivant qui va aussi lancer les dés, on va refaire ça une deuxième fois, et on continue jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit résolue. Il y a 3 conditions de fin de partie. La première, c'est si un joueur arrive à remplir tout son champ de légumes. La deuxième, c'est si un joueur arrive à remplir toutes les cases de cochon. Et la troisième, c'est dès qu'on remplit, c'est ce qui arrive le plus souvent, toute une cagette d'un même légume. À ce moment-là, à la fin du tour, la partie s'arrête et on compte les points. Et les points, c'est très simple. Si vous avez réussi à remplir toute une ligne de champ, vous marquez 5 points, donc 5 points par ligne. Les cochons, vous regardez à quelle ligne vous êtes arrivé et vous marquez les points correspondants. Et par légume planté, vous allez multiplier le nombre de légumes plantés par le nombre de coches dans le bac à légumes correspondant. Donc vous avez, admettons, 4 salades, il n'y a qu'une coche, mais vous faites 4 fois 1, ça vous donne votre score en salade. Même chose pour les carottes, même chose pour les tomates. Les petits fagnons, c'est ça, les cochons, c'est ça, vous faites le total, le plus gros total à gagner. Donc voilà, un petit jeu de gestion de dés. Vous avez une petite variante aussi, donc un deuxième bloc-notes dans le jeu, où il y a des petites différences au niveau de la gestion des bacs à légumes. Vous voyez, il n'y a pas la coche, hein, vous avez des choses différentes. Bon, voilà, je vous passe les détails. Les relances, là, vous avez la possibilité de changer la couleur des dés. Enfin, ça varie un tout petit peu les parties, mais voilà, ça change pas le cœur du jeu. Donc voilà, un petit jeu sympa de Roll and Write. 8e position, Panda Royal. Donc ça, c'est un jeu qui vient juste de sortir aux États-Unis, donc assez récent. Il n'existe pas encore en français. Ça se joue de 2 à 10 à partir de 8 ans pour des parties de 20-30 minutes. Et donc là, c'est un pur jeu de Roll and Write. Vous allez lancer des dés et faire les totaux de vos dés. Et en fonction des couleurs de dés, vous allez marquer des points différemment. Donc en début de partie, chaque joueur commence avec uniquement un dé jaune à 6 faces. On met de côté les dés roses qui sont les dés qui vont être des espèces de petits bonus pour le joueur qui sera un peu à la traîne au scoring. On prend une petite feuille de scoring, un crayon, on détermine un premier joueur, on lui donne le petit jeton panda de premier joueur. On lance, donc tous les joueurs lancent leurs dés jaunes pour savoir qui a le plus gros score. Donc le plus gros score en jaune à chaque fois, c'est le joueur qui va avoir l'initiative. S'il y a une égalité sur le jaune, on relance tous nos dés jaunes, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se démarque et qui soit vraiment le premier joueur. Et donc au premier tour, on lance juste nos dés jaunes et on écrit notre total ici, premier tour, sur la somme de nos dés jaunes. Donc on n'a qu'un seul dé, on va marquer la valeur de notre dé jaune. Tout basique. À partir de là, on va mettre en jeu un certain nombre de dés parmi ce sac de dés qui est rempli du coup de tout un tas de dés
de formes et de couleurs différentes. Donc ces dés-là, on va en piocher un certain nombre en fonction du nombre de joueurs, qu'on va mettre à disposition. Mettons, voilà, on pioche ces 3-là. Si on est, je crois que c'est un de plus que le nombre de joueurs, je sais plus exactement. Peu importe. Et en commençant par le premier joueur, on va drafter ces dés, donc on va récupérer, chacun va récupérer un nouveau dé à rajouter à son pool de dés. Donc, mettons, moi je récupère celui-là, les autres joueurs récupèrent ceux-là. Celui qui aura fait le plus mauvais score ici, ou ceux qui auront fait le plus mauvais score, vont récupérer le petit dé rose en plus en bonus. Et on est parti pour le deuxième tour. On va relancer donc tous nos dés et on va regarder ce qui se passe. Donc les dés jaunes, encore une fois, il faudra qu'il y en ait un qui se démarque, pour qu'il soit le premier joueur, celui qui avait l'initiative. On additionnera tous nos dés jaunes, parce qu'on peut en récupérer d'autres du coup dans le sac, pour faire notre total de dés jaunes. Si on a des dés violets, donc les dés comme ceci, on va faire la somme et on va la multiplier par 2. Si on a des dés bleus, on va faire aussi la somme et on multipliera par 2, mais uniquement si on a des dés bleus avec des paillettes, parce qu'il y a des dés bleus, hop, comme celui-ci, avec des petites paillettes et avec des chiffres en doré. Donc là, bah, admettons, j'ai lancé ça, je fais 11 plus 3 et je multiplie par 2 parce que j'ai un dé à paillettes. Si j'avais pas eu le dé à paillettes, j'aurais juste fait 11. Les dés rouges sont un peu particuliers parce que sur leur face, ils peuvent avoir une valeur en noir ou une valeur en blanc. Bon, mais dans ce cas-là, les dés rouges, on va lancer tous nos dés rouges et on va additionner les valeurs blanches et soustraire les valeurs noires. Donc là, j'ai 8, moins 3, j'ai 5. Et à ce total, je multiplie par le nombre de dés. Donc ça fait 5 fois 2, pour le coup. Donc là, ça peut être un peu risqué, parce que si je me retrouve qu'avec du négatif, ben là, j'ai moins 7 fois 2. Donc j'ai moins 14. Si par contre j'ai que du positif, ben là, c'est un peu la fête. Là, ça ferait 13 fois 2, ça fait 26. Donc les rouges, c'est qui tout double. Les dés verts, c'est les gros dés à 20 faces. Donc ceux-là, ben, on en fait juste la somme. Et on voit ce que ça donne. Et les dés blancs, c'est les dés particuliers, donc quand on les lance, on en fait juste la somme aussi. Par contre, avant de récupérer des nouveaux dés, les joueurs qui auront des dés blancs, dans le sens inverse du premier joueur, je crois, vont pouvoir aller échanger ce dé blanc avec n'importe quel dé d'un autre joueur. Donc ça, les dés blancs vont servir à piquer des dés aux autres joueurs. Donc ça influence un peu le jeu, un peu de stratégie. Et le dé rose, pareil, on en fait juste le total. Enfin, on peut en avoir que un de toute façon au maximum par tour. Et on va faire ça 10 fois. Donc, drafter des nouveaux dés, donc il y aura juste un peu de choix dans les dés qu'on va récupérer. Et sinon, après, on fait juste, on lance des dés, et puis on voit ce qui se passe, quoi, et on fait le total. Donc c'est ultra basique, ultra simple, hein, on lance de plus en plus de dés à chaque tour, on fait juste la somme. Il y a même pas plusieurs lancers, hein, c'est vraiment, on lance juste les dés une fois, on relance juste les dés jaunes s'il y a pas un joueur qui se départage. Mais sinon, c'est un lancer, et on voit ce que ça fait. Mais c'est plutôt fun quand même à jouer au final. Quand on est plusieurs, voilà, c'est limite un party game, mais c'est quand même voilà un principe de roll and write, on lance des dés, on écrit nos résultats. Donc plutôt une bonne surprise, Panda Royal. Numéro 7, Next Station London. Donc pour 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties de 25 minutes. Donc il faut savoir que ça c'est le tout premier de la gamme, mais que depuis il y a eu aussi Next Station Tokyo, et que là en ce moment il y a Next Station Paris aussi qui est en train de sortir. Donc s'il y a des légères différences au niveau des règles, le Tokyo est un peu plus compliqué que le London, et il me semble que le Paris est le plus simple de tous. Mais la mécanique est toujours à peu près la même. C'est une mécanique dans laquelle on va essayer de construire des lignes de métro, tout simplement. Et pour ça, on va faire des lignes de différentes couleurs. Il y aura plusieurs lignes, donc chaque ligne correspond à une couleur. Donc dans la version London, par exemple, chaque joueur va commencer avec une couleur bien spécifique, identifier la station de départ de cette couleur, donc là le vert, la station est ici, et ça va se jouer avec des cartes de ce type-là, donc c'est du flip and write pour le coup. On va les mélanger, et on va tirer donc une première carte, qui va nous dire quel symbole on doit relier à partir de notre station de départ, donc pour le début. Donc là on a relié l'hexagone qu'on veut, donc ici vous voyez on a des petits tracés en pointillés qui partent de la zone, et qui vont nous amener à différents symboles. Donc là, on me dit de relier ce symbole-là, donc je pourrais aller soit ici, parce qu'il y en a un, et c'est à peu près tout, c'est le seul en fait, pour le coup. Donc là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé d'aller là. Donc je trace mon petit trait, j'entoure cette station, j'ai fait ma première ligne. Ensuite, on retourne la carte suivante. Là, on doit relier un triangle. Bon, ben je peux
obligatoirement partir que d'une extrémité de ma ligne, donc l'une ou l'autre pour le coup. Donc là, je pourrais aller au triangle ici, ou regarder si ici je peux aller à un triangle, ouais, je pourrais aller à celui-là aussi. Donc je vais comme ça tracer une ligne de métro. Bien évidemment, on n'a pas le droit de repasser sur une ligne déjà existante. On est obligé de vraiment de continuer les lignes. Et on va tirer un certain nombre de cartes, comme ceci, jusqu'à ce qu'il y ait 5 cartes roses qui soient sorties. Donc vous voyez, là, la première est bleue, deuxième est rose, troisième est rose, là on a encore une bleue, donc celle-là, on vous dit que vous avez le choix du symbole. Donc on va allonger notre ligne, et le but, ça va être de faire en sorte de faire passer notre ligne de métro dans un maximum de quartiers. Donc vous voyez, vous avez un quadrillage jaune ici qui vous détermine des quartiers, donc il y a 4 petits quartiers aux extrémités et 9 quartiers principaux donc au milieu. Plus vous allez traverser de quartiers, plus vous allez marquer de points. Donc là, vous allez inscrire ici, une fois que vous aurez fini de piocher toutes les cartes, le nombre de quartiers traversés. Ici, vous allez regarder dans le quartier où vous avez touché le plus de stations, combien de stations vous avez l'inscrire ici. Et ensuite, vous allez marquer en dessous le nombre de fois où vous avez traversé la Tamise, donc la petite rivière qu'il y a ici. Ça vous fera 2 points par traversée. Vous faites le total. Et vous allez aussi cocher autant de cases lieux notables, là, lieux touristiques, que vous avez atteints. Donc c'est ceux avec les petites pointes autour. Vous allez les cocher. Et ça va se cumuler en fonction des lignes. Une fois qu'on a fait la première ligne, on fait tourner les crayons, on prend un crayon différent et on va pouvoir tracer notre deuxième ligne. On ne peut pas faire se croiser les lignes. Donc il y a pas mal de contraintes au niveau de la façon de construire les lignes. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on va faire aussi le scoring de la deuxième ligne, même chose avec la troisième et la quatrième. En fin de partie, on va additionner tous les points des lignes. Il y aura des petits points supplémentaires en fonction des différents objectifs qu'on va pouvoir atteindre, sachant que dans le jeu, là je vous ai expliqué le jeu de base, mais on a aussi des petites cartes objectifs qu'on va pouvoir ajouter pour complexifier un peu le jeu. Il y en a 5. Et des petites cartes pouvoir de crayon. Donc ça, voilà, c'est pareil, c'est des petites cartes qu'on pourra utiliser pour complexifier un tout petit peu le jeu. Mais globalement, voilà, c'est un petit jeu de réseau où on va essayer de faire des petits tracés. Pareil, ça se joue assez simplement, assez vite. Là, une version Tokyo est un poil plus compliquée, il y a un peu plus de contraintes. Mais ça reste un jeu familial de flip and write, plutôt sympa. En 6e position, Trek 12 Himalaya. Donc Trek 12 Himalaya, pardon, ça se joue de 1 à 50, enfin, autant de joueurs qu'on a de feuilles dans nos bloc-notes en fait, à partir de 8 ans pour des parties de 15, entre 15 et 30 minutes. Donc ça c'est la première version qui est sortie. Depuis il y a une autre version, Trek 12 Amazonia je crois, qui reprend la même mécanique mais avec peut-être des petites règles en plus. Alors j'y ai pas joué, je sais pas exactement. Mais là pour le coup c'est un modèle de simplicité dans le genre roll and write. On n'a que 2 dés. Et à chaque tour, un joueur va lancer ses 2 dés. Et chaque joueur va devoir utiliser ses dés pour inscrire des valeurs sur son plateau montagne. Donc le thème, voilà, on va escalader des montagnes, tout simplement. À chaque fois, il aura le choix entre prendre la valeur la plus basse des 2 dés, la valeur la plus haute, la soustraction des 2, l'addition des 2 ou la multiplication des 2. Et quand il choisira ce qu'il fait, il va devoir cocher la case correspondante. Et donc on est limité à 4 choix par ligne. À partir du moment où on aura coché 4 fois, on aura pris 4 fois le plus petit dé, on pourra plus le faire. On sera obligé de faire autre chose. La première valeur qu'on va inscrire, on va l'inscrire n'importe où dans notre montagne. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, mettons, je prends le plus grand dé, j'écris on va dire un 5 ici. Ensuite, on relance les dés. On joue tous en même temps, hein. On relance les dés, et c'est reparti. Donc j'ai pris le plus grand dé, hop, je coche ça, évidemment. Là, on se retrouve avec de nouvelles valeurs. On va devoir, à partir de là, remplir les cercles de façon adjacente à des cercles déjà placés. Donc là, j'ai mis un 5 ici. Le prochain numéro que je vais placer doit être situé autour. Et le but du jeu, ça va être soit de faire des valeurs qui se suivent, donc croissant ou décroissant. Donc là, je pourrais mettre un 4 à côté, et je fais une chaîne, et donc je mets un petit trait entre les deux. Bon, là, un 4, pour le coup, je peux pas, mais bon, admettons. Et donc, je commençais une chaîne. Après, je pourrais mettre un 3, un 2, un 1. Là, je pourrais continuer à 6, 7 et monter. L'autre façon de marquer des points, c'est de faire des groupements de valeurs identiques. Donc là, je pourrais réutiliser un 5, par exemple, en prenant encore le plus grand, pour mettre un 5 ici. Et là, je commencerai à identifier les cases de même valeur
par voilà un système de graphisme, soit je fais des traits, soit je fais des points en fait, parce que bah, là je vais faire mon groupe de 5, plus tard je pourrais faire un groupe de 2 ou un groupe de 6, je ne sais quoi, mais à chaque fois il faudra que les groupes soient bien visibles d'une certaine façon, donc il faudra faire des petits dessins dessus. On va donc remplir au mieux au fil des lancers nos différentes valeurs pour faire soit des cheminements, soit des groupes de même valeur. Et à la fin de la partie, donc une fois qu'on aura utilisé toutes les possibilités, on va compter les points tout bêtement. En regardant donc les groupes vont vous faire marquer la valeur inscrite par le groupe plus un point par case supplémentaire. Donc là, ça fera 5 plus 1, ça ferait 6 points. Donc je marquerai, là c'est la ligne des groupes, je marquerai 6 points pour ce groupe-là. Si j'avais un groupe de 1 quelque part, ben, ça ferait 1 point plus autant de points que de cases supplémentaires. Et pour les chemins, ben, je vais regarder la plus haute valeur de mon chemin. Mettons j'ai fait 8, 7, 6, 5. Ben, je vais prendre 8 points plus 1 point par case supplémentaire qui forme ma chaîne. Et je le marquerai ici, et là je peux en marquer plusieurs. Ensuite on va regarder notre plus grande chaîne, combien de cases elle est constituée, ça va nous faire marquer des points ici, et notre plus grand groupement, combien de cases et combien de points. On additionne tout ça, et ensuite on va perdre 3 points par valeur qui n'est ni rattachée à une chaîne, ni rattachée à un groupement, ou par cases sur lesquelles on n'a pas pu inscrire une valeur. Parce que par défaut, donc tous les cercles là, on peut jamais dépasser 12 en valeur. Donc si à un moment donné, il nous reste plus que la multiplication et qu'on se retrouve avec 5 fois 3, ben on va être obligé d'inscrire un 15 quelque part. Ben ça c'est interdit, on mettra une petite tête pas contente, et ça sera moins 3 points. Et donc on va faire le total de tout ça, et ça va nous donner un scoring. Donc ça c'est les règles de base. Pour la montagne de base la plus simple, qui est voilà du Nai. Mais dans le jeu, il y a déjà par défaut 3 blocs-notes différents avec 3 montagnes différentes qui vont nous faire scorer des points différemment parce que déjà vous avez des zones ici, celles qui sont cerclées noires, dans lesquelles on ne pourra pas mettre des chiffres supérieurs à 6, donc ça crée des contraintes supplémentaires. Et après dans le jeu, il y a tout un système de campagne dans laquelle vous allez le premier joueur va gagner des étoiles et surtout il y a un système on va dire de jeux legacy, donc c'est des jeux un peu évolutifs où en fonction des différents objectifs qu'on va vous fixer, vous allez découvrir du matériel supplémentaire. Donc vous avez tout un tas d'enveloppes dans le jeu et ça c'est vraiment original pour un roll and write pour le coup. Tout un tas d'enveloppes que vous allez pouvoir débloquer en faisant la petite contrainte qui est inscrite dessus. Donc ici, voilà, dès que vous allez pouvoir cocher un groupe d'au moins 3 cases avec des sets dedans, ben à la fin de la partie, vous pourrez ouvrir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Et ça va vous rajouter du matériel, ça va vous rajouter des règles, ça va vous rajouter pas mal de choses. Et du coup, ça rend le jeu super sympa et super intéressant. Donc, système d'objectifs, vous en avez voilà, un assez grand nombre. Donc, je vous montre pas évidemment ce que vous allez débloquer. Par contre, vous avez quand même dans le jeu de départ aussi des cartes. Des petites cartes, donc pour des règles avancées, que vous allez pouvoir mettre en jeu en début de partie, et que vous gagnerez, que vous présélectionnez à chaque fois que vous ferez une chaîne ou un groupe avec des valeurs 0, 1 ou 2. Et ces petites cartes, c'est des petits effets que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie. Celle-là, par exemple, on vous dit que ça vous permettra de faire une 5e coche dans une ligne. Celle-là vous permettra de relancer des dés pour avoir des valeurs différentes. Enfin voilà, il y a des petites subtilités qui vont venir enrichir un petit peu le jeu. Et au final, on se retrouve avec un jeu avec 2 pauvres dés et des petites cases à remplir, ultra basique, mais très efficace et puis super riche parce que, je vous dis, il y a plein de petits matériels et de petites règles qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc un très bon petit roll and write. Numéro 5, Trails of Tucana. Donc un jeu pour 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes. Donc on est encore dans un flip and write, on va retourner des cartes, et on est encore dans un jeu de réseau où il va falloir, en fonction des types de terrain qu'on va voir, faire des chemins. Et là le but ça va être de relier différents objets ou animaux à différents villages. Donc au tout début de la partie, on va piocher une carte de mise en place de ce type-là, qui va nous faire inscrire des lettres dans les différents villages, donc c'est tous les petits cercles qu'il y a autour du plateau. Donc on va les écrire en commençant par... Donc ce sera en décalé en fonction des joueurs. Donc le premier joueur, il va écrire le B en 1, le deuxième joueur, il va l'écrire en B en 2, le troisième joueur en 3, et ainsi de suite. Et ensuite, on remplira dans le sens aigu d'une montre.
Donc ça c'est juste pour la mise en place. Et une fois qu'on a fait ça, on met des petites cartes objectifs si on arrive à relier les villages de même lettre disponibles sur la table. Et après ça va se jouer, comme je disais, avec des cartes qui vont correspondre aux différents types de terrains du jeu. Donc la montagne, le désert, l'eau et la forêt. On mélange ce tas de cartes. Et au début de la partie, donc un premier joueur va retourner 2 cartes. On les retourne 2 par 2. Et ça va nous dire entre quel type de terrain on doit faire une connexion. Donc là, on doit faire une connexion entre 2 forêts. Donc on pourrait tracer un trait ici entre ces 2 forêts. On trace les traits toujours du centre d'un hexagone vers un autre. Donc si je vous montre une partie en cours, ce sera peut-être plus parlant. Donc, vous voyez ici 2 forêts, ben, ça aurait pu être est-ce qu'il y a 2 forêts reliées ben non, ça s'est pas produit sur cette partie. Bon, bref, c'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave. Chaque fois, on trace un trait entre les deux cartes révélées. Une fois que tout le monde a fait ça, hop, on révèle les 2 nouvelles cartes. Donc là, c'est entre une forêt et une montagne. Ben, ça aurait pu être ce trait, par exemple. Il n'y a pas du tout de règles au niveau de l'ordre dans lequel on fait nos traits. On peut très bien faire un trait ici, puis le suivant complètement à l'opposé de la carte. C'est pas obligé de se suivre. On fait vraiment ce qu'on veut. Par contre, il y avait évidemment un objectif à faire, même plusieurs. Le premier objectif, c'est d'essayer de relier les différents objets à un village. Donc, vous voyez, ici, ce monolithe-là, il a été entouré parce que il a été relié au village C. Il y a un trait continu qui va du monolithe jusqu'au village C. À partir du moment où on relie un premier objet à un village, on entoure les points de la première colonne ici correspondant en face de l'objet. Donc les monolithes, c'est assez simple, ils sont assez près des villages. Après, vous avez les livres, les toucans, les espèces de chats et le dragon. Le dragon, c'est plus dur, c'est le dragon. Ils sont généralement donc, soit tout à fait au centre, soit un peu excentrés. Donc les premières fois que vous faites ça, vous marquez un point, et à chaque fois les objets ils sont par 2. La deuxième fois que vous allez ramener un objet ou un animal identique à un village, donc vous voyez là, le toucan il a été entouré ici, parce que vous voyez qu'il est relié au village A. Premier, et le deuxième il est relié au village D. Donc la deuxième fois, vous entourez aussi les points, et ça vous permet de faire un tracé supplémentaire bonus. Donc on va retourner les cartes et faire nos petits tracés comme ça. Une première fois jusqu'à vider le tas de cartes, qu'il ne reste plus qu'une seule carte. Dans ce cas-là, c'est la fin de la première manche. À ce moment-là, on va additionner tous les points qu'on a entourés dans la zone jaune, la reporter ici. Ensuite, on reprend toutes les cartes, on remélange tout. On refait ça une deuxième fois. Et au rebelote, on va faire le total des trucs jaunes dans le numéro 2 ici. Et à la fin de la deuxième manche, c'est la fin de la partie, on va aussi faire le total des points qu'on aura gagnés si on a réussi à relier les villages avec des lettres identiques. Donc si on a relié les 2 villages A, on entoure les points du village A. Et le premier joueur à faire ça, pendant la partie, il va en plus gagner le petit bonus de 3 points qu'il va inscrire ici. Donc il retourne à la carte. Ce bonus, il est déjà pris. Donc, si plusieurs joueurs le font au même tour, ils prennent tous les 2 le bonus. Et donc en fin de partie, on va regarder les points des villages qu'on a réussi à relier. On va les additionner ici, et les points bonus qu'on a gagnés si on était les premiers à le faire. Et on fait le total. Donc voilà, c'est pareil, c'est très simple. On fait des petits traits où on veut, comme on veut. But du jeu, ramener les objets au village et relier les villages entre eux. Il y a une version, donc Isla Petit, c'est avec une petite île, et une version Isla Grande, qui est plus grande, où là il y a 3 objets de chaque type. Donc on peut marquer 3 fois des points. Et pour le coup, les villages sont beaucoup plus espacés, donc c'est beaucoup plus dur. Par contre, ça se joue en 3 manches, au lieu de 2. Il y a aussi des petites cartes bonus supplémentaires qu'on peut rajouter, qui permettent, si vous reliez 2 objets identiques entre eux, de gagner, pour le premier qui le fait, les 6 points bonus à rajouter dans les points de l'étoile. Et c'est tout. Voilà, vous connaissez toutes les règles. Donc pareil, c'est très simple à jouer, c'est très familial, ça peut se jouer avec des enfants, et ça marche plutôt bien. Donc Trails of Tucana numéro 5. En 4e position, Super Mega Lucky Box, un jeu pour 1 à 6 à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Un des jeux les plus simples, je pense, de la sélection. Ouais, c'est le thème de toute façon, c'est les roll and write faciles. Donc là c'est du flip and write encore une fois, c'est-à-dire qu'on va retourner des cartes et cocher des choses, et on est clairement dans l'univers du loto, donc c'est une sorte de bingo. En début de partie, les joueurs vont récupérer 3 cartes de ce type-là avec des numéros dessus, parmi 5. Ensuite on en mettra d'autres, les cartes qu'on défausse, on les met au milieu de la table pour en récupérer quand on a rempli une. Je passe un peu les détails. Et donc le principe c'est que à chaque tour, on va, donc il va y avoir un certain nombre de manches. À la première manche, on va prendre les 9 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 cartes parmi les 18.
qu'on va placer en tas ici, et on va révéler la première carte. Donc c'est un 6. Chaque joueur va pouvoir cocher un 6 parmi ces 3 grilles. Tout simplement. Donc si je coche un 6 ici par exemple, donc c'est des trucs à Velleda aussi, hein, pour l'instant il se passe rien. Bien évidemment, comme vous l'aurez compris, dès que vous allez réussir à faire une ligne ou une colonne, vous allez gagner les bonus qui sont à droite ou en bas de la ligne ou de la colonne. Ces bonus-là, ils sont de plusieurs types. Vous avez les petites lunes que vous allez pouvoir gagner. Et ça, en fait, ça servira uniquement en fin de partie. Celui qui aura le plus de lunes en fin de partie, de jetons lunes, marquera 6 points. Celui qui en aura le moins perdra 6 points. Mais les autres, ça servira à rien. Donc voilà, il faudra essayer d'en collectionner un certain nombre quand même. Vous avez les étoiles. Donc les étoiles, à chaque manche, dès que vous allez gagner une étoile, vous allez la cocher sur votre petite feuille de score ici, pour la première manche ici sur la première ligne. Et si vous arrivez à en avoir 3, ben vous marquerez 9 points. Si vous en avez 2 à la fin de la manche, ce sera 4 points. Si vous n'en avez qu'une, ce sera qu'un point. Et bien évidemment, dès que vous allez réussir à remplir une grille complète, ben vous la mettrez de côté, vous la retournerez. Vous en piocherez une nouvelle pour en avoir toujours 3 disponibles. Et à la fin de la manche, donc quand on aura retourné toutes les cartes, vous allez marquer pour la première manche 15 points par carte que vous aurez réussi à remplir. À la deuxième manche, ce sera que 12, à la troisième manche, ce sera que 10, et à la quatrième manche, ce sera que 8. Donc plus on avance dans le jeu, plus on a le temps de cocher les choses, donc moins ça rapporte de points. En plus de ça, vous avez des éclairs. Donc les petits éclairs, vous pouvez gagner aussi en bonus. Eux, ils vont vous permettre de changer le numéro qui est retourné. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un éclair, admettons on retourne là, on a un 9, vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt un 8. Vous pouvez dépenser un éclair, faire plus 1 ou moins 1 sur la valeur. Donc si vous le dépensez, vous pouvez faire moins 1 et faire 8. Sachant que ça boucle, contrairement à la plupart des jeux, c'est-à-dire que vous pouvez passer de 9 à 1 aussi, si vous voulez, avec un éclair. Et vous pouvez évidemment dépenser plusieurs éclairs en même temps pour diminuer ou augmenter la valeur d'autant. Donc ça permet d'avoir plus de flexibilité. Les autres bonus qu'on peut débloquer, ils sont assez simples, c'est des numéros, d'autres numéros. C'est-à-dire que là, si j'arrive à avoir sur la même cocher toute la ligne ici, je vais débloquer un 3, donc je le coche pour dire que je l'ai utilisé, et ça me permet de cocher un 3 où je veux sur mes grilles. Donc un numéro supplémentaire. Et on peut faire comme ça des petites réactions en chaîne, si on remplit, admettons j'étais comme ça, hop, je débloque mon 3, donc petit bonus, je coche le 3 ici, boum, je débloque un 4, rebonus, je coche le 4 ici, et j'ai fini mon tour. Donc ça, c'est quand il y a une valeur inscrite, et quand vous avez un point d'interrogation inscrit, ben là c'est le même principe, sauf que vous cochez le numéro que vous voulez. Et c'est tout. On a vu à peu près toutes les règles. Donc on va jouer comme ça 4 manches. À la fin de la première manche, donc une fois qu'on a joué les 9 cartes, on prend les 9 cartes d'après pour faire la deuxième manche. Une fois que la deuxième manche est finie, on remélange toutes les cartes et on recommence en scindant le paquet en deux. On fait la troisième et la quatrième manche. À la fin de la partie, on va donc marquer les points, additionner tous les points des cartes qu'on a remplies, plus tous les points d'étoiles qu'on aura eu à chaque manche, plus les plus 6 ou moins 6 des étoiles, plus un point par case cochée des grilles qui sont pas encore finies, qui sont toujours devant nous. On fait le total et celui qui a le plus de points remporte la partie. Encore une fois, un jeu très simple, très facile à sortir, pas de grande stratégie possible, mais quand même des choix à faire dans les grilles qu'on va sélectionner, les numéros qu'on va cocher, et voilà, encore un très bon flip and write très accessible. On arrive dans le top 3 de ces jeux à cocher très faciles avec Rolling Rims, un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 30 minutes. Donc ce jeu-là, en fait, c'est plusieurs jeux en un, vous allez voir, donc avec une même mécanique. Mais en début de partie, chaque joueur va piocher 3 cartes, donc il faudra que ce soit tout identique entre tous les joueurs, parmi 11. Donc au total, vous voyez, vous avez 11 cartes différentes, qui sont à chaque fois des mini-jeux, en fait. Donc ça ressemble presque à Super Mega Lucky Box qu'on vient de voir, mais là, à chaque fois, il y a des petites règles, donc des règles très simples. Là, je vous dis, on est dans la catégorie facile, donc on va pas se casser trop la tête. Les règles très simples qui sont rappelées en haut de chaque carte, qui vont vous permettre de remplir les différentes cases de la carte, uniquement avec 2 dés. Donc c'est pour le coup un roll and write, un vrai. À chaque début de manche, donc au total, on va faire 3 manches. Donc je vous dis, on sélectionne 3 cartes différentes pour chaque identiques entre chaque joueur, mais différentes entre elles. Et on va commencer la manche donc en lançant nos dés. Et ces dés, on va devoir les attribuer chacun
à 2 cartes différentes. Donc il y aura un dé pour une carte, un autre dé pour une autre carte. Et comme je vous ai expliqué, sur chaque carte, la règle est un peu différente. Donc par exemple, sur les cartes que j'ai sélectionnées ici, pour la première carte, on vous dit que vous pouvez mettre un numéro où vous voulez, mais vous pourrez jamais avoir 2 numéros identiques adjacents. Et si vous arrivez à remplir une ligne ou une colonne, vous gagnez les petits bonus qu'il y a marqués sur le côté. Sur cette carte, vous pouvez marquer les numéros où vous voulez, mais par contre, il faudra toujours que le numéro qui est placé au-dessus d'une carte soit plus grand que le numéro en dessous. Donc les plus petits numéros en bas et les plus grands en haut. Donc strictement inférieur. Et là, pareil, si vous faites une ligne, vous gagnez les bonus. Et si vous arrivez à remplir 3 cases, vous gagnez l'étoile qu'il y a aux intersections des 3 cases. Parce que j'ai pas dit, bien évidemment, le but du jeu, c'est de marquer un maximum d'étoiles à chaque manche. C'est les étoiles qui font les points de victoire. Donc dans le jeu, vous avez les étoiles donc qui sont gagnées de différentes façons, qui sont expliquées à chaque fois en bas de la carte. Et vous avez les 3 types de bonus, qui eux sont gagnés aussi de différentes façons. Ça va être les citrouilles, les cœurs et les pièces. À chaque fois que vous gagnez une de ces ressources, vous allez l'entourer sur votre petite feuille de score. Et vous allez pouvoir utiliser ces différents bonus pour influencer un peu influer sur les règles du jeu. Donc la dernière carte, je finis de vous expliquer, donc là c'est un peu le même principe qu'ici, sauf que vous allez devoir commencer par le bas obligatoirement et mettre les numéros les plus gros en bas, les numéros au-dessus devront être plus petits. Et là, dès que vous remplissez une colonne, vous gagnez le bonus qui est en haut de la colonne, et chaque ligne de chaque château vous fait gagner une étoile. Si vous remplissez ces 2 cases, vous avez la ligne d'un château, ça fait une étoile. Ces 2 cases, c'est une étoile, cette case, c'est une étoile, et ici, même chose. Donc on va lancer les dés un certain nombre de fois, en tout 9 fois exactement par manche. Donc à chaque fois que le résultat des dés sont affichés, on les écrit ici. Donc là on écrit 5 et 1, c'est les premiers dés d'un tour. Et je vous dis, on attribue un dé à une carte, un autre à une autre. Ensuite on relance, on remet les valeurs, on refait pareil, un dé à une carte, un dé à une autre. Et on avance comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait les 9 lancers. Et je vous disais, donc les petits bonus, on va pouvoir les utiliser à tout moment. Donc les citrouilles, quand on en dépense 2, on peut modifier la valeur d'un dé de plus 1, moins 1. Si on en dépense 3, on peut modifier un dé de plus 1, moins 1 ou 0, et utilisation possible donc on peut réutiliser le deuxième dé dans un même royaume. Ça casse la règle de un dé dans chaque royaume. Parce qu'on considère que les cartes c'est des royaumes, je n'ai pas dit non plus. Les cœurs vont vous permettre d'avoir un dé supplémentaire. Donc si les 2 dés sont identiques, où est-ce qu'il est? Donc j'ai fait 2 5, je peux mettre un 5, un 5, mais si j'utilise 2 cœurs, je peux utiliser un 3e 5 dans le 3e royaume. Et si par contre les dés sont pas identiques, je peux utiliser 3 cœurs pour copier un des 2 dés pour l'utiliser dans mon 3e royaume. Et je peux évidemment combiner les choses, utiliser des cœurs et des citrouilles pour utiliser les dés dans un même royaume en dupliquant. Les pièces, si la somme des dés fait 7, je gagne une copie de 22, donc c'est un peu le même principe, en dépensant 2 pièces. Et sinon, en dépensant X pièces, je gagne un dé supplémentaire de la valeur du nombre de pièces que je dépense. Donc ça, voilà, c'est les petits bonus qui vont nous permettre de cocher plus de choses et d'aller plus vite dans le jeu. Une fois qu'on a fait nos 9 lancers, on fait le total des étoiles qu'on a gagnées, et on l'inscrit en face de la manche 1. Chaque ressource qu'on aura gagnée et qu'on n'aura pas utilisée fait 0,1 étoile en plus. Donc on fera le total des étoiles plus 0, quelque chose qu'on inscrira ici. Ensuite on range ces cartes, on efface les valeurs ici, on efface notre carte de ressources, on prend 3 nouvelles cartes, donc 3 nouvelles petites règles, et on fait la deuxième manche, et on fait ça une 3e fois avec 3 nouvelles cartes, et ensuite on fait le total des 3 manches, et celui qui a gagné le plus de points remporte la partie. Donc voilà, c'est un peu plus riche on va dire que les autres, parce qu'il y a des petites règles qui changent en fonction des cartes, mais comme vous avez pu le voir, c'est des règles quand même ultra simples. Donc là, voilà, j'ai pas dit pour ici les étoiles, on les gagne, c'est autant d'étoiles que le plus petit score des 2 autres royaumes, dans la limite des cases remplies ici. Voilà, c'est un petit truc. Après, je vous laisserai découvrir les autres cartes. Donc ça, c'est pour la boîte de base, il y a 11 cartes différentes, donc 11 petits jeux. Donc pour les amateurs, c'est à chaque fois des jeux issus des autres jeux de société de la marque Stonemaier.
Donc voilà, Between Two Castles, c'est tous des jeux de société qui existent, et c'est des petites règles un peu adaptées, simplifiées, qui font penser aux mécaniques de ces jeux-là. Et après la boîte de base, ils ont sorti, mais pour le coup que aux États-Unis, tout un tas d'extensions, avec encore d'autres petits jeux issus des autres jeux de la marque. Donc Roll and Write, super Roll and Write. Et j'ai pas précisé, il y a aussi un mode solo évolutif où vous avez à chaque fois sous forme de principe d'un jeu de golf des petites règles particulières. On vous dit avec quel royaume jouer, on vous dit il y a des petites contraintes et on vous dit ce qu'il faut faire pour marquer un certain nombre de points. Et vous allez avancer comme ça. Il y a 18 cartes à jouer et ça se joue très très bien aussi en solo. En deuxième position, Silver and Gold Pyramids. Donc encore un flip and write, donc avec des cartes qu'on va retourner pour aller explorer des pyramides pour le coup et chercher des trésors et essayer de marquer le maximum de points. Donc celui-là, j'ai fait une vidéo règle sur la chaîne, si vous voulez des détails, là je vais expliquer juste rapidement, sans rentrer dans les détails. Donc ça se joue aussi en 4 manches. À chaque manche, on va retourner des cartes qui ont des formes géométriques. Donc on vous dit combien il y a d'exemplaires de quelle forme à chaque fois. Donc on va pas toutes les retourner, on va en retourner un certain nombre, il y en a toujours une qui sera mise de côté. Et vous allez avoir devant vous donc des cartes pyramides avec à chaque fois une petite entrée avec une petite flèche et différentes choses que vous allez pouvoir essayer de récupérer ou d'éviter, notamment les têtes de mort. Le but du jeu, ça va être d'essayer donc de cocher en respectant la forme de la carte qu'on vient de piocher, en commençant obligatoirement par la case d'entrée. Donc là par exemple le L ici, je pourrais cocher ici, ici, ici. Là j'ai coché un diamant vert, je coche sur ma carte de scoring le premier diamant vert. J'ai fait la première action, hop, chaque joueur fait ça en même temps, hein, c'est un jeu en simultané bien évidemment. J'ai pas dit mais ça se joue de 2 à 4, partie de 20 minutes, à partir de 8 ans. Deuxième icône, le deuxième symbole c'est le même. Donc je peux soit continuer mon chemin ici, donc en partant d'une case déjà cochée, soit commencer un autre chemin dans une autre demi-pyramide. Donc par exemple, je pourrais faire ici. Là, j'ai coché une croix rouge. La croix rouge, ça me permet de faire une coche supplémentaire où je veux. Donc je pourrais très bien la mettre ici ou la mettre ici. Donc, toujours en respectant un cheminement en suivant les cases qu'on a déjà cochées. Donc les diamants, plus on va en cocher, plus on marquera des points en fin de partie. Donc par paire de diamants de couleur, ça fait 5 points. Et par diamant tout seul, ça fait 1 point. Ensuite, sur les cartes, il peut y avoir des torches. Donc les torches, il suffit d'en cocher une par manche et ça nous fait 5 points à chaque fois. Et ça, c'est le compteur de manches. Les têtes de mort, si on en coche, ça va nous faire perdre des points en fin de partie. Mais on peut en effacer si on coche des potions. Donc par potion, on peut effacer 2 têtes de mort cochées. Et ensuite, bien évidemment, dans chaque tombeau, enfin dans chaque pyramide, on va essayer d'aller chercher le petit tombeau, justement, le petit trésor. Donc là, il n'y en a qu'un. Dès lors qu'on arrive à le cocher, la carte est résolue, et ça va nous faire un certain nombre de points, c'est 10 points par carte résolue en fin de partie. Et à chaque fois qu'on en résout une, on va venir en piocher une autre. Et après, il y a un principe de collection aussi de cartes, donc les pyramides, il y a 3 couleurs, orange, violet et vert. Le premier à avoir 2 cartes pyramides finies d'une même couleur va marquer le plus grand nombre de points ici, et ce sera bloqué pour les autres. Le deuxième joueur à avoir un nombre pair de cartes identiques marquera 6 points, le troisième 3 points, et ça pour toutes les couleurs. Donc on fait 4 manches, en retournant les cartes, en avançant dans nos pyramides, et après on fait le total. Donc voilà, très rapidement, je vous dis pour plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo règle. Encore une fois, un super jeu de flip and write, avec du bon matériel, qui se joue très facilement, qui s'explique très vite. Et pour moi, voilà, c'est un des meilleurs catégories poids léger, on va dire. Enfin pour moi, le meilleur jeu à cocher en catégorie facile, donc sans trop de surprises, parce que c'est quand même un des plus connus, c'est Très Futé. Alors que ce soit, je les mets tous au même niveau, donc il y a Très Futé, il y a vraiment Très Futé, il y a Très Futé à la puissance 3, il y a même le 4e que j'ai pas, parce que c'est bon. Sachant que dans chaque version, vous avez des blocs alternatifs, donc avec les mêmes dés, vous avez des façons différentes de scorer. Donc voilà, ils ont quand même bien épuisé le système et joué avec, mais c'est vraiment un super jeu, donc c'est un peu mérité. Donc là, pareil, hein, c'est assez simple, vous allez utiliser la boîte pour lancer vos dés, enfin surtout pour les mettre de côté. Un joueur va lancer les dés de couleur, donc chaque dé va pouvoir être utilisé dans une des zones de votre feuille de scoring. À son tour, le joueur va lancer tous les dés,
et il va en sélectionner un qui va placer du coup sur son plateau ici pour cocher dans la catégorie correspondante. Par contre, le dé qu'il va choisir va éliminer tous les dés de valeur inférieure. Donc là, dans ce cas-là, si je choisis un 3, tous les 2 vont être mis de côté et il ne me restera plus que le 4 à lancer. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Par contre, si je choisis un 2, dans ce cas-là, je garde tous les dés parce que c'est valeurs strictement inférieures qui sont bloquées. Donc là, ça veut dire qu'à mon deuxième tour, je peux tout relancer. Je relance tout. Et ici, rebelote, je vais choisir un deuxième dé. Ce deuxième dé, si je choisis par exemple le 4 ici, je vais le placer ici. Dans ce cas-là, le 3 sera bloqué. Je le laisserai sur le plateau ici et je pourrai plus l'utiliser. Je relance juste les 3 derniers. Et quand je lance les 3 derniers, là, j'ai le choix entre les 3. Je prends, admettons, celui-là et les 2 derniers sont placés ici. Donc ça, c'est le principe pour placer ces dés. Et une fois qu'on a fait ça, les autres joueurs, donc ça c'est le joueur actif a fini, les autres joueurs vont avoir la possibilité de choisir un des dés qui a été mis de côté. Donc ça c'est le tour de jeu. Et évidemment, quand vous allez choisir vos dés, vous allez cocher dans les différents endroits. Par exemple, dans la zone bleue, on va toujours associer le dé bleu avec le dé blanc, où qui se trouve. Donc là, ça va faire un total de 6. Donc je vais devoir cocher la case 6. Je coche la case 6. Le dé violet, ici, il va falloir essayer de faire en sorte de faire des suites par ordre croissant. Donc commencer peut-être par un petit numéro, ou un 6, parce que pour le coup, dès qu'on va mettre un 6, on pourra recommencer à 1 derrière. C'est la seule façon. Donc pour pouvoir avancer là-dessus, il faudra mettre des numéros chaque fois strictement positifs au numéro précédent, sauf le 6. Les oranges, tout simplement, on inscrit la valeur du dé. Donc le violet aussi, on inscrit la valeur du dé d'ailleurs. Et on fera le total à la fin, donc il faut avoir des dés de valeur assez importante pour marquer un max de points. Les dés verts, il va falloir respecter la contrainte inscrite ici, donc là il faudra un dé supérieur ou égal à 1, donc c'est pas trop compliqué, c'est-à-dire n'importe quel dé. Ici supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 3, donc ça devient de plus en plus limité. Et plus on remplit de gauche à droite, donc c'est les flèches, toujours de gauche à droite ici. Plus on va loin dans le vert, plus on marquera de points, donc les points c'est les points inscrits dans les petites étoiles. Dans le jaune, c'est tout simple, on prend le dé, on coche une des valeurs correspondantes à la valeur du dé. Et voilà, c'est tout. Et donc, évidemment, en fonction de ce qu'on va cocher, on va débloquer des bonus ou des points. Pour les points de la zone bleue, ça va être par numéro coché, on va marquer un certain nombre de points. Pour les points de la zone jaune, c'est par colonne entièrement cochée, sachant qu'il y a déjà des coches ici. On marquera les points. En première colonne, c'est 10, 14, 16, 20. Ici, je vous ai expliqué. Ici, on fait le total de toutes les valeurs. Sachant que quand il y a un x2, le chiffre va être multiplié par 2. Quand il y a un x3, il est multiplié par 3. Ici, pareil, le total de toutes les valeurs. Et après, donc, les bonus qui vont se débloquer. Il y en a différentes sortes. Vous avez des coches supplémentaires ou des chiffres à remplir dans les autres couleurs. Donc ici, si vous avez la ligne complète, vous pouvez mettre un 4 dans la prochaine case orange. Ici, vous pouvez cocher une valeur dans la ligne verte. Même chose donc pour les différentes couleurs. Vous avez en bonus particulier donc les +1 et les relances. Donc ça c'est pour le jeu de base, après il y a des trucs un peu plus compliqués. Donc les relances, quand vous en gagnez une, vous l'entourez ici. Et ça va vous permettre de relancer les dés en cochant la valeur. Le +1, quand vous l'entourez, ça va vous permettre d'utiliser un dé supplémentaire à votre tour. Et du coup, je finis d'expliquer le tour de jeu. Donc au premier tour, tout le monde gagne un bonus. Deuxième tour, tout le monde gagne un +1. Troisième tour, une relance. Ici, tout le monde va gagner soit une coche, soit un numéro 6, à mettre où on veut. Et si on joue à 2 joueurs, ça s'arrête là. Si on joue à 4 joueurs, on s'arrête ici. Si on joue à 3 joueurs, on fait un 5e tour. Si on joue à 1 ou 2, on fait un 6e tour. Le dernier bonus que j'ai pas expliqué, c'est les petits renards. Les petits renards, par renard coché, vous allez gagner le score de votre plus petite zone, celle où vous marquez le moins de points, multiplié par le nombre de renards. Parce qu'en fin de partie, vous allez retourner la feuille et vous allez scorer du coup votre total de jaune, de bleu, de vert, orange et violet. Et les renards, vous regardez votre plus petit score et vous multiplierez par le nombre de renards débloqués. Donc voilà, ça c'est l'explication pour Tréfuté le premier. Vous avez, je vous dis, des blocs alternatifs. Donc ça, c'est exactement les mêmes dés, les mêmes couleurs, mais vous voyez que les grilles sont différentes, les bonus sont pas aux mêmes endroits. Ici, vous avez des scores en négatif. Ici, du coup, c'est du plus grand au plus petit. Donc voilà, il y a des petites variantes. Les bonus sont
pas aux mêmes endroits. Et après, dans les autres boîtes, ben, c'est d'autres, les dés sont pas tout à fait de la même couleur, et c'est d'autres façons un peu inédites de marquer des points, mais à chaque fois, c'est quand même le même principe. Des petits bonus supplémentaires en plus, voilà. Assez simple, mais vraiment en termes de possibilités et de combos, débloquer des bonus dans tous les sens, c'est peut-être le jeu le plus fun à jouer et le plus intéressant de toute la gamme. Donc très futé, toute la famille, numéro 1 de ce classement. Voilà pour ces 20 premiers jeux à cocher que je trouve les plus faciles, on va dire les plus accessibles, auxquels j'ai joué et que je trouve intéressants. Encore une fois, voilà, il en existe tout un tas d'autres que j'ai pas nécessairement testé, donc il y en a certainement même des meilleurs que ceux-là, mais bon, pour l'instant, dans ceux que j'ai joués, c'est ceux-là qui sortent du lot. Encore une fois, là, c'est une première vidéo, donc j'en ferai une autre avec d'autres jeux à cocher un peu plus complexes, légèrement plus complexes. Une autre avec des jeux les plus complexes du genre, on va dire. Et une dernière avec les jeux à cocher en print and play, parce qu'il y en a aussi des très intéressants en print and play qui ne sont pas nécessairement vendus dans le commerce. Donc voilà, j'espère que vous en avez découvert certains, que ça vous a redonné envie. Bon jeu à vous.